Adaptation en blockbuster, donc il y a eu énormément de thèmes abordés autour de cet imaginaire du jeu vidéo. Et là, on va être vraiment dans cette conférence-là qui va durer un petit peu plus longtemps que les précédentes, hein. On est parti sur environ 1 heure et demie de conf, sachant qu'on vous laissera interagir avec nos intervenants comme à chaque fois. Là, on va vraiment se centrer sur un aspect qui est peut-être moins connu du grand public. Donc je trouve que cette conf-là va être particulièrement riche en échanges, me semble-t-il, puisque on va s'intéresser à la création indépendante, à un marché qui est mine de rien en expansion, me semble-t-il. Nos intervenants nous en parleront. On est en co-animation sur cette conférence-là avec Barton. Tu veux peut-être présenter nos intervenants? Si j'arrive à te faire passer le micro sans faire n'importe quoi, évidemment. Oui. Rapproche-toi. Ok. Excuse-moi pour ta jambe. C'est bon. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Barton. Je suis organisateur sur cet événement et du coup, je vais me charger de co-animer avec Clément cette conférence sur le jeu vidéo. Du coup, je vous présente nos deux intervenants du jour qui sont donc Alexis Declercq, donc je suis concept artiste sur le jeu vidéo Chop. Très bien. Et donc Et du coup, Florian Jouy, et moi je suis le shogun de Shogun no Kamigami, qui est un action RPG qui se passe au Japon féodal. Bon, le shogun, c'est je suis papa du projet, quoi. Ok, du coup, voilà, donc deux studios indépendants qui sont bien de chez nous, qui sont des studios lyonnais, du coup, très local, qui ont développé des jeux indépendants qui sont dans différents stades de développement. Et du coup, nous allons échanger avec eux pour savoir quels sont les différents obstacles, quels sont les prérequis pour créer un jeu, comment on passe d'un premier concept qui est posé sur le papier, pour aller jusqu'à la commercialisation finale du produit, que ça passe par la communication. Et nous verrons que selon le type de jeu, selon le public visé, eh bien les attentes ne sont pas les mêmes, les obstacles ne sont pas exactement les mêmes non plus. Du coup voilà, j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Du coup Clément, si tu veux prendre la suite. Oui. J'ai une question de base là qui me vient comme ça tout de go, sachant qu'effectivement le jeu vidéo c'est un média, on peut difficilement passer à côté aujourd'hui, hein. C'est rentré dans les objets culturels, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les pratiques. La concurrence est rude avec les gros studios, les mastodontes. Alors la question que j'aurais, c'est comment un jour on se lève le matin et on se dit allez, je me lance, j'y vais à fond, je crée mon jeu. Comment elle vient cette idée-là? Est-ce que l'un de vous deux veut commencer? Bah du coup je pense que ça dépend un peu des personnes. Du coup moi j'ai une double casquette. Je suis aussi employé dans une entreprise de jeux vidéo lyonnaise qui s'appelle Eden Games, qui fait aussi du jeu indé du coup maintenant. Et du coup moi la volonté de faire mon propre jeu, c'était tout simplement de pouvoir m'exprimer moi. Du coup de faire ce que j'avais envie, chose que j'avais pas la possibilité dans mon entreprise. Et on fait des jeux de voitures, c'est pas forcément moi ce que j'avais envie de faire personnellement. Du coup bah plutôt que de chercher à trouver un job dans une boîte qui ferait des jeux plus de mon style, je me suis dit bah de toute façon ils feront toujours des jeux qui seront les leurs et pas les miens. Du coup bah je vais tout simplement essayer de créer mon propre studio, trouver ma team. Et après il y a aussi la volonté d'avoir une aventure humaine, quoi. Il n'y a pas que le jeu, il y a aussi l'envie de créer une équipe. Et je pense que c'est simplement ça en fait, c'est cette volonté de faire comme moi j'avais envie et d'essayer de trouver les moyens après pour faire en sorte que ça marche. Je ne vais pas rajouter grand-chose de plus, puisque c'est à peu près la même volonté qui nous a animés. On était dans un studio de jeux qui s'appelait KD Group avant, et on faisait des petits jeux pour tablettes, etc. Et puis quand l'aventure s'est terminée, on s'est dit, bah, pourquoi pas? Allez, on se lance, on a envie de créer quelque chose à plusieurs, et l'envie est née de là. Très bien, du coup, vous avez expliqué d'où venait l'envie, mais du coup, à partir de là, à partir du moment qu'on a l'idée, l'envie de se lancer dans cette aventure, quelles sont les premières étapes à suivre? Comment on se lance là-dedans? Parce que finalement, c'est quand même un projet à de longue haleine, c'est beaucoup de différents facteurs, quoi. Moi, je sais que je suis plus proche de l'univers du jeu de plateau ou du jeu de rôle, et souvent, bah, je vois des créateurs qui se lancent avec des bouts de ficelle et des cartons, mais dans le jeu vidéo, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, peut-être...
Au début, non, c'est pas forcément plus compliqué. Les premiers protos, les premiers concepts, ils se font sur un cahier, sur un bout de papier. Enfin, pour ma partie en tout cas, 2D, création donc de dessins, de personnages, etc. On est parti d'un concept de base et puis après, on va croquer, on va faire des choses et tout se passe sur papier pour ma part en tout cas. Et puis on va réfléchir, on va essayer de savoir ce qu'on veut, de diriger un peu le truc, mais ça se fait petit à petit en fait. Bah du coup ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors moi c'est un profil légèrement différent, je suis infographiste 3D, donc j'ai forcément besoin d'un ordinateur pour bosser. Et l'avantage d'aujourd'hui c'est qu'une fois qu'on a justement fait toute cette base en 2D, que ce soit du concept, que ce soit la base du game design, ce genre de choses, bah en règle générale on est un peu tous des gamers, donc on a tous un PC à la maison et c'est ce qu'on a le plus besoin pour commencer à bosser. Du coup on a déjà le PC et après aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de logiciels qui nous permettent de bosser gratuitement potentiellement. On peut prendre du Unity ou du Unreal, ce qui permet d'assez vite prototyper et d'avoir une première vue du bousin. Donc dans la logique jeu de plateau où on commence avec des ficelles, on fait un peu la même chose. Le moment où ça devient compliqué, c'est quand cette espèce de truc là qui commence à ressembler à quelque chose, qui est l'idée vraiment de ce qu'on veut, ça maintenant faut le faire pour de vrai, là ça devient c'est une autre étape quoi. Oui, j'imagine. Du coup, nous avons, comme vous avez pu le remarquer, un nouvel invité qui nous a rejoint. Donc, je vais le laisser se présenter. Donc moi c'est Simon Stefanelli, je travaille sur Albert et Zoé, donc c'est un mélange entre du jeu de rythme et du RPG. Voilà, on est organisé en tout petit studio, on est à la base 3 sur le projet et voilà, on trouve au fur et à mesure des collaborateurs avec qui travailler, donc on est à mon avis la plus petite structure justement, peut-être à parler aujourd'hui justement de développement indé quoi en fait. Et pour que les wagons se raccrochent totalement, en fait, on était en train de se demander comment l'envie était venue de créer son propre jeu et quelles sont les étapes à franchir pour le faire. Peut-être que la réponse peut être aussi apportée de ce côté-là. Pas de souci. En fait, du coup, on avait quand même on va dire des approches un peu différentes, mais c'était vraiment d'explorer ce média qui nous intéressait, en tout cas avec justement les deux autres compères principales de ce projet. Donc c'était vraiment justement explorer ce média-là, le jeu vidéo, le jeu l'interactivité, ce genre de trucs. Comment est-ce qu'on a commencé? En fait, on a tout simplement fait des jams. Donc je sais pas si vous êtes familier avec ce truc-là, mais voilà, en gros, c'est des événements qui sont organisés à l'international ou à l'échelle nationale et qui proposent avec un thème imposé de créer un jeu vidéo en 48 heures. Donc on a pas mal justement fait ce genre d'événements au départ et au final justement le jeu sur lequel on travaille est lui né d'une jam en fait. Donc c'était justement une première étape de prototypage et on a ensuite eu l'envie de pousser un peu plus loin le projet, d'aller justement l'aboutir un peu plus loin. Voilà. Un, deux. Oui, il marche. Très bien, j'utiliserai ce micro pour parler, sinon je vais arracher le câble dessus, là, c'est pour ça. Donc voilà, j'avais un peu fait le tour de la question, je sais pas... Oui, du coup, vous êtes tous les trois dans des domaines de jeu très différents, du coup, avec un action RPG aux accents très très oriental, même japanisante, je dirais. Nous avons un jeu un petit peu plus... je sais pas, comment tu qualifierais ton jeu dans une C'est un brawler, tout simplement, donc vas-y, explique, du coup... C'est un brawler multijoueur local de 1 à 4 joueurs. Donc je sais pas si vous connaissez Super Smash Bros, je suppose que oui. Voilà, donc on s'est lancé un peu sur ce genre de jeu. Ouais. D'accord, très bien. Et du coup, un jeu de rythme narratif avec un aspect narratif extrêmement fort comparé à d'autres jeux de rythme qu'on peut connaître, qui sont vraiment dans la musique. Du coup, comment on en vient à choisir? Parce qu'au final, j'imagine que tous, on essaie de raconter une histoire, de proposer une expérience de jeu un petit peu particulière des fois. Comment on choisit le type de jeu? Comment on choisit un jeu de rythme au final? Est-ce que tu avais par exemple une sensibilité musicale à la base?
ou Eh ben, en l'occurrence, moi pas du tout en fait. Alors pourquoi on est parti sur ce projet-là? Je pense que c'était surtout justement parce qu'on avait un univers à raconter avec, enfin en tout cas pour ma part. Après justement, comme je le dis, enfin je parle toujours au nom de 3 personnes parce que effectivement c'est important de savoir aussi que, en tout cas pour mon cas, on était vraiment dans l'idée de travailler ensemble et qu'il y a quand même cette envie aussi de trouver des personnes avec qui faire du jeu vidéo, parce que faire du jeu vidéo tout seul c'est quand même très compliqué, c'est faisable mais c'est très compliqué. Et donc on avait quand même des approches très différentes. Moi ce qui m'intéressait principalement justement c'était d'avoir un jeu hybride, d'avoir quelque chose justement voilà, avec un gameplay original, donc marié justement du jeu de rythme à un gameplay RPG. C'était voilà, une idée que je trouvais intrigante et qui me plaisait bien. Mais voilà, on avait d'autres raisons. Justement, Sacha, qui est sound designer sur le jeu, bah, lui, effectivement, a été plus intéressé par cet aspect-là, cet aspect technique de faire du jeu de rythme. Donc se poser les questions sur la faisabilité, aussi de créer son univers musical à travers ce jeu. Et voilà, donc il n'y a pas forcément une seule réponse justement à cette question. Nous, on est vraiment venus sur ce jeu en fait aussi pour explorer, pour essayer de créer un objet original entre guillemets, je pense. Voilà, on n'avait pas forcément une référence en particulier au départ, quoi. Très bien. Et du coup, pour Shop, du coup, comment on en vient à choisir ce gameplay finalement qui est pas très très répandu? Je crois qu'il doit y avoir 2-3 exemples qui sont vraiment connus. Je pense à Towerfall Ascension. Du coup, comment on en arrive à choisir ce type de gameplay? Est-ce que c'est quelque chose qui vous branchez vous à la base? Alors oui, c'est parti d'une volonté. En fait, on est à l'avant tout une bande de potes. Et on jouait à Towerfall pendant nos heures de travail le midi, etc. Et on trouvait il manquait encore cet aspect un peu années 90 dans les jeux à l'heure actuelle, à savoir de se retrouver autour d'une table et de faire une soirée bière pizza et de jouer à des jeux genre Worms, Towerfall, Super Smash Bros. Et c'est vraiment parti de cette envie-là de proposer notre expérience de jeu multilocal. Voilà. Et du coup, pour Shogun no Kamigami, on sent quand même un aspect extrêmement fort de l'Asie dans votre jeu, tout simplement. Et du coup, ce côté très traditionnel, du coup, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à faire un RPG un peu, un action RPG comme ça, du coup? Alors, par rapport à tout ce qui va être au thème, à l'histoire, tout ça, le fait qu'on parle de Oda Nobunaga, du Japon féodal, donc plein de choses historiques, la volonté c'est que dès le début, on a pensé Shogun comme une grosse entité, donc on espère décoller et faire un peu comme Ankama, donc du coup d'avoir un univers extrêmement large. Du coup c'est un projet qui est pensé transmédia à la base, donc du coup il nous fallait vraiment quelque chose de très fort pour pouvoir faire de la narration dessus, pouvoir faire de la série, pouvoir faire du jeu. Mais après, la volonté de pourquoi on a fait ce jeu-là, ça revient un peu à la première question, c'est qu'on avait envie de faire quelque chose qui nous plaisait, donc du coup partir sur un action RPG. Après, nous on est tous des gros fans de Boss Fight et la Monster Hunter, du coup on a fait quand même une grosse étude dessus, parce qu'on s'est dit voilà, on part sur un projet qui est ambitieux, il va nous falloir beaucoup de pognon pour le faire, du coup dès maintenant il faut qu'on commence à réfléchir à la cible, tout ça, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour que ça puisse se vendre à un moment, parce qu'on s'est dit ça sert à rien qu'on parte sur un truc trop ambitieux si on sait que de toute façon ça pourra pas marcher. Donc on a aussi beaucoup réfléchi à ça, et c'est aussi ça qui a tout dicté après, la synergie élémentaire, trouver des nouvelles mécaniques et tout, histoire d'avoir une place et qu'on soit pas juste un simple clone d'un autre jeu, quoi. Oui, effectivement, j'imagine que la concurrence des jeux entre guillemets AAA et des grosses productions des studios qui en sortent un par an doit beaucoup influer sur les choix finalement qu'on fait dès qu'on se lance dans l'aventure. Ah bah carrément, nous on savait que l'une de nos premières on va dire USP, Unique Selling Point, donc un gros truc qu'on met en gros pour trouver des éditeurs qui est censé leur dire regardez, notre jeu va bien se vendre parce que ça, c'était on sera Monster Hunter sur PC. Bon, c'était il y a 3 ans. On se doutait qu'il y avait un Monster Hunter World qui allait finir par pointer le bout de son nez. Bon, pas World forcément, mais un Monster Hunter, quoi. Donc lui, il est arrivé. Donc du coup, voilà, on avait une de nos USP qui vraiment aurait pu faire énormément décoller le jeu. Vu qu'on n'a pas réussi à le faire assez vite, ça c'est piné. Donc heureusement qu'on a bien différencié le jeu et qu'on en a d'autres. Donc on a toute notre synergie élémentaire, ces choses-là. Oui. Mais ouais, forcément, quand il y a un monstre comme ça qui débarque, nous, en vrai, ça nous fait pas trop mal parce que on joue pas sur les mêmes plates-bandes. Par contre, je sais pas si vous connaissez Dauntless.
Oui. Qui Oui, du coup est un Monster Hunter-like aussi, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps en free-to-play. Bah eux par contre je pense que la sortie de Monster Hunter World sur PC a dû leur faire énormément de mal, parce que du coup ils se battent en même temps contre un titan à côté qui est monstrueux, donc là on devient assez vite invisible, ouais. Mais bon, ça c'est... Je pense que c'est vrai pour à peu près tous les médias, quoi. Si on a envie de faire je sais pas, un film de super-héros avec petit budget, truc comme ça, sympatoche, et que d'un seul coup, paf, il y a Marvel qui annonce c'est bon, on balance le prochain Avenger, on peut pas lutter, quoi. Effectivement, je pense que le problème dans la plupart des secteurs artistiques, tout simplement, dès qu'on essaye de faire. Mais du coup, après, Monster Hunter World est plus dans la catégorie des MMO, peut-être que ça... Bon, c'est pas franchement un MMO, hein. Ça reste la bonne vieille logique de je vais foutre sur la gueule un gros monstre avec 3 potes. Donc ça reste toujours sur les mêmes plates-bandes, mais au même titre que du coup il y a plein de jeux de shoot différents, après chacun a ses spécialités. Donc c'est surtout là-dessus du coup qu'on a accès après le jeu pour son développement, ouais. Trouver justement d'autres mécaniques plutôt que de juste faire un clone. Ça m'évoque une chose là, ce qu'on est en train de dire, et en fait on est un peu en train de le dire depuis hier, et c'est bien de le rappeler, c'est que justement les AAA, les géants, je dis pas qu'ils font rien par plaisir et que tout est mercantile à 200%, c'est pas non plus mon discours, mais je pense qu'il y a cet aspect-là qui rentre en compte, évidemment, il y a des plans marketing de furieux, il y a des budgets de furieux, mais... Pourquoi c'est difficile, tu donnes l'exemple d'un film de super-héros à petit budget, pourquoi c'est difficile de concurrencer Marvel par exemple? C'est parce que c'est une usine, c'est de l'industrie du super-héros mastoc, ils ont un plan de charge, ils l'appliquent, tous les Marvel ou quasiment se ressemblent, ils savent ce qui va fonctionner, ils peuvent projeter de ce qu'ils vont vendre, de ce qu'ils vont, du nombre d'entrées qu'ils vont faire, même s'ils se plantent en bout de ligne. Je pense qu'ils calculent comme ça. Et pour le jeu vidéo, il me semble que c'est un peu pareil. Mais moi, j'ai envie de voir l'autre aspect du miroir, l'aspect un peu plus sympa, un peu moins mercantile. Justement, je pense que vous êtes des passionnés, à mon avis. Et la preuve de votre action et de ce Gaming Gun-là, c'est qu'on est tous ensemble. Alors, soit on est curieux, on connaît pas trop ce domaine-là et on vient voir ce que c'est, soit on est passionné, on vient échanger avec les gens. Mais en tous les cas, le jeu vidéo, pour moi, c'est pas quelque chose de solitaire. On peut jouer en solo ou en multi, mais ce que je veux dire, c'est l'aspect communauté. Le jeu vidéo, pour moi, est une communauté. Le jeu vidéo indépendant est une communauté aussi. Et justement, la question que j'aurais, c'est par rapport à votre public, en fait, par rapport aux gens que vous côtoyez. Tu parlais tout à l'heure d'une expérience en 48 heures que vous mettiez en place pour la création de jeux vidéo. Je pense que ça, les gens, c'est l'idée que je m'en fais. Les gens, ça doit les titiller quand même, ça, ce genre de choses. Alors, quels sont vos retours du public? Et là, je vous parle même pas forcément en tant que succès monétaire du jeu, c'est même pas la question, mais que vous disent les gens, en fait, finalement, quand ils viennent vous voir? Qui veut parler? Ils disent c'est de la merde. Non. Non, j'espère pas quand même. Non, en fait, c'est toute la force du jeu indépendant pour moi, c'est qu'on a vraiment un contact avec le public qui est très très proche. Du coup, ça ne fait qu'améliorer l'expérience de jeu. C'est mon avis, mais en fait, le public qui va venir et qui va jouer à ton jeu, il va échanger avec toi, il va te dire ah ouais, mais moi j'aurais préféré ça comme ça, ou telle feature comme ça. Ah mais moi j'adore ça, parce que ça, franchement, c'est l'éclate. Enfin voilà, il y a cet échange-là qui fait que toi-même tu te poses des questions et tu échanges avec ton public, et au final, il y a une part du public qui crée ton jeu avec toi. Et cet échange-là, c'est vraiment la force du jeu indépendant que tu n'as pas forcément dans les gros studios, où ils vont plutôt prendre des QA-testeurs, des équipes de QA-testeurs absolument monstrueuses chez Ubisoft ou ailleurs. Et du coup, vu que c'est un métier, c'est pas le même échange. C'est un échantillon représentatif de la cible, mais ça va pas être le public de manière concrète, en fait. Voilà. C'est mon avis. Ouais. Je rejoins carrément, justement. Après,
pour parler justement de Albert et Zoé, nous on est encore dans une phase en plus complètement on est encore en pré-production, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas encore justement en train de développer l'entièreté du jeu, mais de tester justement les mécaniques qu'on va après déployer dans tout le jeu. Donc on est vraiment dans cette démarche-là d'aller chercher justement de l'info auprès des joueurs. Et effectivement, pendant les salons, ça va vraiment être des discussions sur voilà, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur notre jeu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça permet justement effectivement de faire avancer aussi nos idées sur le jeu, en fait, tout simplement ça fait réfléchir, ça fait justement se poser des questions. Et voilà, je pense que c'est ce qui renforce aussi finalement le jeu indé d'une certaine manière. Après aussi, je voulais juste revenir là-dessus, c'est vis-à-vis justement du côté mercantile, on n'a pas tous les mêmes ambitions et les mêmes envies en fait au départ. Je pense dans notre cas on vise pas forcément un succès commercial, on vise juste de sortir un jeu en fait, et on le fait dans une démarche artistique et pas dans une démarche de on veut que notre jeu marche d'une certaine manière. Générer un sentiment, un plaisir de jeu, une expérience de jeu. Voilà, il y a aucune démarche derrière, on n'a pas de réflexion mercantile en amont de la création de notre jeu. Et c'est les idées, le jeu, on le crée pour voilà, comme tu le dis, créer une expérience, proposer une expérience. Et voilà, il n'y a pas forcément d'idée et si on rajoutait ça, peut-être que ça marcherait encore mieux. On fait pas de compromis par rapport à ça aussi. Après, c'est des méthodes complètement différentes. Je veux dire, on a tous des envies différentes autour de la création de jeux vidéo. Il n'y a pas une seule manière de penser. Je dis pas ça. Je dis juste que voilà, il y a vraiment des manières différentes d'aborder la création de jeux vidéo indépendants. On peut très bien avoir des gens justement qui vont créer des succès commerciaux à eux seuls. Je pense à un mec qui a fait Minecraft, par exemple, ou à plein d'autres jeux mobiles qui font des cartons et qui génèrent de l'argent, mine de rien. Donc il y a quand même des démarches qui sont très différentes. Après, je pense que pour la création de jeux indés, chacun doit venir avec ses envies et garder en fait en tête un objectif précis, je pense. Voilà. Après, c'est pas il n'y a pas de règle, comme je dis. Si c'est pour faire de l'argent, pourquoi pas. Dans ce cas-là, il faut réfléchir aussi autour de ça. Qu'est-ce que c'est le business du jeu vidéo ? Comment trouver les bonnes clés pour générer de l'argent, etc. Et si justement on est dans des orientations plus artistiques, réussir à ne pas avoir de compromis, mais aussi à faire un jeu quand même qui soit intéressant. Ça sert à rien de faire un jeu qui soit injouable juste pour le plaisir de faire un jeu. Ça, donc il faut rester sur ses objectifs et je pense rester fidèle à soi-même quand on fait du jeu indé de toute manière. Je t'en prie. Je souhaite juste rebondir là-dessus. Je suis parfaitement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Je vais juste rajouter quelque chose, c'est que malheureusement aussi, c'est que, je ne sais pas pour toi, mais pour moi en tout cas, il y a aussi cette volonté de vouloir vivre de ce qu'on fait. Et donc, pour moi, dans le jeu vidéo, il y a quand même un aspect mercantile qui est important à prendre en compte si on veut pouvoir avoir cette attente de vivre de ce qu'on fait aussi, de notre passion. Et avec des mastodons tels que les AAA, on ne peut pas se permettre de passer outre cet aspect un peu marchand qui est, soyons clairs, chez tous les indés, on n'est pas du tout marketeux, des fois on met les mains dans le cambouis, on ne sait pas ce qu'on fait, on tire les mauvais leviers. Enfin, nous, ça nous est arrivé plein de fois. Mais malheureusement, en fait, on est obligé de faire ça parce que si on veut vraiment vivre de ce qu'on fait et pas survivre, il faut vraiment prendre en considération ça. Ouais. Faut y passer un moment. Ou alors on met plusieurs années à faire des jeux, parfois 10 ans, et puis on fait un autre métier à côté qui va nous faire vivre. Mais du coup, c'est plus un hobby qu'un métier, du coup. On tombe dans une autre catégorie. Ce qui n'est pas forcément mal. Voilà. Peut-être. Juste pour finir, par contre, ça ne veut pas forcément dire que l'aspect mercantile doit te dicter la manière dont tu fais ton jeu. C'est juste pour préciser ça, en fait. Oui, bien sûr.
Du coup, ouais, je voulais rebondir exactement comme tu l'as fait. Ouais. Je pense que la notion d'indé, il y a une grosse différence aussi, c'est que pour moi, il y a on va dire, il y a 3 types d'indés. Il y a ceux qui vont se créer une petite boîte pour faire du pognon, parce que du coup, ils se sont dit, oh tiens, ça marche bien, on va se le faire. Donc là, c'est une approche indé. Ils veulent pas d'éditeur, ils veulent rien du tout pour garder tout l'argent pour eux. Donc là, je pense qu'on va être sur une approche extrêmement mercantile. Ça se fait principalement sur le jeu mobile, mais ça peut se faire ailleurs aussi. Après, je pense qu'il y a l'indé qui s'en fout et qui veut faire un jeu. Du coup, là, l'aspect financier, on s'en fout un peu parce que l'absolue nécessité, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas d'en vivre, c'est de shipper son jeu, c'est de se faire plaisir, point barre. Tu me diras si c'est peut-être potentiellement votre logique à l'heure actuelle sur Albert et Zoé, mais du coup, là où je te rejoins, c'est que nous, ce qu'on a comme pour volonté, c'est aussi de créer un studio. Et du coup, pour ça, c'est pas seulement de faire ce jeu-là, mais de devenir périn sur le long terme et de gagner de l'argent. Et donc là, forcément, si on pense pognon. Du coup, on se dit, bah voilà, il faut penser à la cible. Du coup, par exemple, nous, sur Oda Nobunaga, bah, sur son histoire, on sait qu'il a été homosexuel. Eh ben non, c'est mort, on n'en parlera jamais de ça. Parce que du coup, forcément, on va tomber sur du 18+, donc on verra peut-être pour de la série, choses comme ça, parce que on sait que ça va nous coincer et ça va nous enlever une cible monstrueuse. Donc, nous, on estime qu'on ne peut pas se le permettre. Comme ça vous en rajoute aussi de cible. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est l'avantage du transmédia, c'est qu'on va essayer de le travailler sur d'autres trucs. Mais vu notre style de jeu, on peut pas se permettre d'avoir un 18+, quoi. Ça nous en coupe beaucoup trop. Du coup, c'est toutes des logiques comme ça que nous, on se sent un peu obligé de prendre en compte. Après, à tort ou à raison, hein, mais c'est vrai qu'on reste quand même dans une logique, je trouve, sur la plupart des indés, où il faut qu'on prenne quand même bien en compte la notion quand même mercantile. Ouais. Et sinon, pour revenir à la question de base des salons et du retour des joueurs, moi j'adore ça, et honnêtement, je pense que pour nous, c'est un moteur, vraiment. Donc comme on dit les collègues juste avant, hein, c'est super intéressant, on a des retours de gens qui sont pas du tout notre cible aussi, ça c'est hyper bien, parce que si on fait justement une phase de QA où on va sélectionner les testeurs, bah du coup on va prendre des personnes qui sont proches de notre cible potentielle et 1 ou 2 ovnis pour voir comment ça se passe. Mais là, très souvent, on a des gens qui ont rien à voir avec le bousin et du coup ils ont un regard très différent, très neuf, et c'est pas forcément des gens qu'on aurait pensé qui seraient venus tester le jeu. Donc c'est hyper intéressant. Et donc pourquoi je disais que c'était moteur, c'est que nous, on est un peu dans le cas de ce que tu disais, c'est que pour l'instant on peut pas sortir de revenus avec le projet et tout, donc on bosse tous dans une boîte à côté. Du coup, ça fait qu'on a 2 boulots. Le soir et le week-end, on bosse sur notre projet, et la seule rémunération qu'on a, c'est ça, c'est de voir les sourires des gens, de voir les commentaires des gens, et ça nous motive vraiment énormément. Donc pour nous, clairement, si on faisait pas de salon, si on n'avait pas ce contact avec le public, je pense qu'on n'aurait pas tenu déjà jusqu'à présent, et on n'aurait pas continué, quoi. C'est très joliment dit, et c'est une déclaration d'amour au public du gaming. Vous pouvez être heureux. Et du coup, et l'étranger, si vous arrivez à toucher l'étranger, ce que je vous souhaite, le jeu vidéo, c'est aussi un aspect culturel à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une civilisation. Et c'est vrai que Shogun m'y fait particulièrement penser, puisqu'on est dans une, Barton l'a dit, dans une dimension assez orientale, assez japanisante. Est-ce qu'il y a des réactions du côté justement du côté Asie ou aux États-Unis, ou pour vos jeux, et qu'est-ce qu'ils en disent, ou alors pas du tout? Alors du coup, sur Shogun, on va reparler de cibles. On sait qu'on en a 2. On a ceux qui sont amateurs de tout ce qui va être Asie, Japon, japonophile entre guillemets, et le côté plus RPG, boss fight. Donc du coup voilà, c'est ça notre cœur de cible. Un truc qui est assez important. Aux États-Unis, on va dire que statistiquement, il y a moins d'amateurs du Japon qu'on peut en avoir en Europe. Le truc, c'est que vu qu'ils sont 10 fois plus nombreux, en termes de chiffres, ils restent toujours beaucoup plus nombreux. Donc, on sait que ça devrait bien se passer, on devrait réussir à toucher assez de monde. Par contre, à aucun moment, on a pris en compte le Japon et l'Asie. Parce que là, on tape quand même sur des personnages historiques, on réinterprète les codes du shintoïsme. Donc on a fait très attention, on a un prof de culture japonaise qui nous a aidé, qui est venu un petit peu participer au projet, à son fondement pour éviter qu'on fasse des impairs. Ouais. Donc normalement... Donc, ça c'est intéressant, parce que c'est pas complètement du freelance, on s'est dit tiens on va du Japon, le Japon c'est rigolo, il y a des samouraïs, il y a des samouraïs. On voulait absolument... Il y a vraiment cet aspect, on s'est documenté, on a fait... notre jeu c'est pas un truc où il y a un mec avec un katana qui se fout sur la gueule avec un shinobi, quoi. C'est... il y a une vraie volonté historique derrière. Ouais. J'ai une femme qui est historienne, ça a peut-être un petit peu influencé le truc. Mais voilà, donc
On voulait pas faire d'impair, on veut vraiment être dans le respect, on veut pas être dans la réappropriation ou l'appropriation de leur code. On veut juste les montrer comme nous on les visualise. Et du coup, on sait pas du tout comment ils vont le recevoir. D'accord. Ils peuvent le recevoir très bien comme très mal. C'est très particulier la culture japonaise à ce niveau-là. Dès que ça vient de l'Occident, c'est épidermique quoi. C'est soit ils adhèrent pas. Donc, sachant qu'on ne sait pas, bah du coup, on n'en tient pas compte. Voilà. Donc on verra. Très important comme démarche ça. Et pour les deux autres, qu'est-ce que ça donnerait? Alors nous on est en early access, donc on a quelques retours là-dessus. On a des gens un peu de Chine et en Amérique aussi. Alors il faut savoir que clairement notre cible est avant tout française, puisqu'on rayonne plus grâce au salon, aux choses comme ça sur la France. Après on a un peu plus de gens en Amérique et au niveau Asie, donc on s'est un peu cassé les dents en fait, pour tout dire. La Chine, c'est très particulier. Vu qu'on a un jeu qui est comment dire, très gore, avec des démembrements, etc. Ben, la Chine, tout de suite, ça passe moins bien. c'est quelque chose où c'est un peu l'omerta vis-à-vis de la violence, de tout ça, enfin, du moins de ce on a vécu. Et du coup, bah, mis à part Steam qui a pu pusher le jeu et certains Chinois qui ont pu l'acheter, je pense que une sortie sur d'autres plateformes propres à la Chine, ça va être compliqué si on n'enlève pas toute cette partie-là pour le jeu, en fait. Voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage puisque le but de Chop, c'est vraiment cet aspect gore du brawler qui n'a pas été encore très peu exploité, du moins. On a surtout des personnages très mignons. Voilà. Chez Mario, ça reste relativement gentil. Nous, on est beaucoup plus sur de l'humour noir. On a voulu vraiment jouer là-dessus. Voilà. J'ai une petite question pour toi. Par rapport aux States, d'ailleurs, ça marche plutôt bien ou pas? Parce que c'est vrai que vous avez quand même un côté hyper comics. D'ailleurs, l'UI de base, quand vous choisissez les menus, c'est des comics. Du coup, ça leur a plu, ça? Ou vous savez pas forcément s'ils ont adhéré au style? Alors les retours qu'on a eu, en fait, on a fait la DreamHack à Austin, c'était en juin. Et du coup, bah, je parle de retours concrets, hein, encore une fois. C'est les gens ont vraiment surkiffé le jeu. On a fait des tournois, etc. Donc, si vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a quelques vidéos de Austin où les gens se crient dessus. Il y en a même qui en tuent d'autres sur place, etc. Mais ça, on n'en parlera pas. Faut pas sortir ça du contexte, sinon c'est très étrange comme concept. Non, c'est ouais. Il y a une. Après, comment dire, les États-Unis, c'est aussi une culture qui est très proche de l'Occident. Hein. On est complètement, depuis les années 60, je pense, bombardé d'American Dream et de culture américaine. Donc, il y a une synergie évidente entre la culture occidentale et la culture américaine. Donc voilà, là-dessus, je pense que pour moi, ça me paraît un peu normal que ce qui marche en Occident peut marcher en Amérique. Après, c'est à mettre avec des pincettes, bien sûr, tout ne marche pas forcément. Et est-ce que je vais prendre la parole là-dessus rapidement parce que en fait on n'a absolument pas commercialisé le jeu, donc c'est un projet qui serait envisagé c'est envisagé, oui, enfin au moins de toute manière d'avoir parce qu'on est dans un jeu narratif, donc forcément d'avoir une version anglaise, ça c'est juste nécessaire en fait, et on n'a pas forcément réfléchi non plus à où est-ce qu'on le diffuserait de toute manière, enfin dans quel pays on le diffuserait. Les seuls retours qu'on a justement un peu étrangers, ça va être déjà dans la communauté, parce qu'on est sur les Twitter et trucs comme ça, où on a des communautés qui sont pas forcément francophones, et donc les premiers retours se font avec eux, et ça, la mayonnaise prend un peu de la même manière qu'avec les gens qui sont un peu intéressés finalement par des espèces d'ovnis, on va dire. Voilà. Martin, Du coup, oui, on parlait du public. J'imagine que du coup, les contraintes ne sont pas pareilles selon le public que vous visez. Du coup, par exemple, pour commencer par vous avec Albert et Zoé, j'imagine que c'est un public que vous essayez de créer parce que finalement,
je me trompe peut-être, j'ai pas de très très grande connaissance dans les jeux de rythme, mais des jeux de rythme narratifs avec un aussi fort côté narratif, il y en a pas tant que ça actuellement. En fait, on va avoir justement, enfin, on a quand même ce public de joueurs de jeux de rythme qui nous intéresse. En fait, ça nous paraît important, même si le gameplay est quand même justement très différent d'un jeu de rythme classique. En fait, on va quand même avoir un intérêt à aller savoir ce que eux en pensent, parce que du coup, ça reste quand même mécaniquement quelque chose qui nécessite le même type de dextérité, quoi, justement, le même type de mécanique. Donc, c'est extrêmement important d'avoir déjà leur retour là-dessus. Par contre, effectivement, on va essayer justement de créer de la communauté et finalement de se créer, voilà, des cibles, comme on le dit. Enfin, finalement, c'est autour de notre univers qu'on essaie de créer justement un petit peu des gens qui sont réceptifs, je pense. Enfin, comme je dis, notre public, c'est aussi les joueurs qui aiment le nouveau, qui aiment justement la scène vraiment indé. Justement, par exemple, je vais sortir les productions de Devolver sont en général teintées à chaque fois d'une pointe d'originalité, de quelque chose que les gens n'ont pas vu, et c'est ce que les joueurs vont chercher justement, en s'intéressant à un jeu comme le nôtre. C'est de découvrir un jeu qui n'a pas forcément son jumeau déjà en place. Après, c'est pas du tout pompeux ce que je dis, parce que soyons clairs, c'est pas non plus le jeu de l'année ou le jeu original de l'année, c'est juste qu'on cherche ce genre de cible, c'est-à-dire justement des gens curieux, des gens qui veulent explorer des nouvelles manières de jouer, on va dire, voilà. Oui, du coup. Oui, je t'en prie. Pour rebondir sur ce que tu as dit, ouais, je pense que c'est ça qui est hyper important en fait dans le jeu indé, que ce soit à but de commercialiser, de faire de l'argent ou pas. C'est que contrairement à un gros AAA, on peut se permettre de prendre du risque. On peut se permettre de faire quelque chose qui n'a jamais été fait et donc sur lequel il n'y a eu jamais aucune enquête statistique en disant bah oui, cette mécanique marche, cette mécanique plaît au public. Tu vois, par exemple, nous c'est le cas avec la synergie élémentaire, on ne sait pas si les gens vont comprendre, on ne sait pas si ça va faire autant d'attrait que ce qu'on pense, et du coup clairement ce serait un AAA, ce serait pas passé, parce que du coup pas moyen de le tester en amont, du coup on fait pas. Bah du coup nous je pense que c'est notre gros avantage en étant indé, c'est qu'on peut assumer la prise de risque. On peut dire bah si, on y va, et puis on assume, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Chose que fera jamais un AAA, quoi. Et surtout que là, tu rappelles un aspect vachement important, c'est le rapport au temps. Je pense que les gros studios, alors des fois, effectivement, il y a des jeux de merde qui sortent, des fois pour une raison toute conne, c'est que les développeurs ont voulu bien faire, mais malheureusement le cahier des charges et le timing était tellement serré qu'ils ont dû sabrer dans le projet. Pour paraphraser Benzaï, si vous me permettez, la vie de développeur c'est pas toujours facile. Donc de fait, je pense que des fois il y a un rapport au temps qui n'est pas le même dans l'indépendant et le AAA, la machine qui doit absolument rendre un résultat concret et bankable très vite. Après je laisse du coup c'est une hypothèse, je lance, après je laisse réagir, y a pas de souci. Pour rebondir là-dessus, je pense que c'est surtout un système de balance en fait. Si on analyse les choses, le problème des AAA, enfin je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est que vu qu'ils ont pas mal d'équipes, des fois 150 personnes, il y a un coût, il y a un budget, il y a vraiment un aspect mercantile qui est sur une balance, on serait à 70% et 30% peut-être du reste de ce qui fait donc un jeu, l'envie, la passion, mais avant tout oui, ça va être drivé par une machine de production en fait. Parce que on a besoin de faire vivre un studio, parce que c'est des données qui sont compréhensibles aussi, parce qu'ils ont des salariés, il y a des gens qui en vivent, énormément de gens même. Le studio indé, on est beaucoup plus loin de tout ça, puisque en fait on va plus être dans les 70% d'envie et de partage, de créer une expérience, et plus dans 30% de mercantile en fait. C'est un peu après chacun met la balance où il veut, mais du coup vu qu'on est dans l'envie, dans la passion, on va prendre des risques, comme dit mon collègue, si je peux t'appeler comme ça. Après on fera une partie ouais.
Voilà, c'est ça. Non mais voilà, je pense que vu qu'on est dans l'envie, on va tester des trucs parce que ça nous plaît aussi. Ça nous plaît de prendre du risque, ça nous plaît de créer quelque chose, qui n'a pas été encore fait. C'est important, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. C'est cette part d'art où chacun va exprimer avec ses outils et sa façon de faire un message ou une expérience en fait. Voilà. Je prends le micro parce qu'on me le donne. J'ai tué tout le monde. Une seconde du coup pour reprendre. Du coup, une fois qu'on a lancé le projet, qu'on a identifié ce qu'on voulait faire, qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Est-ce qu'il faut trouver un financement? Comment on fait quoi pour tout simplement commencer à pouvoir travailler, avoir le matos, l'équipe et des gens qui partagent un petit peu sa passion du coup pour lancer le projet. Je pense que je vais te laisser justement encore la parole ok. là-dessus. Parce que je pense que ce sera peut-être celui qui aura le discours le plus intéressant là-dessus, vu que tu as déjà fait cette démarche-là en fait, justement, et que vous êtes allé finalement au bout. Nous, c'est parce que nous on est à la fin là, donc c'est à la fin du fin. Il reste plus qu'à creuser la tombe. Donc. Non, pour parler sérieux, pour parler sérieusement, c'est super important en fait de trouver des financements. Vraiment, nous on s'est lancé un peu comme ça en fait. Vraiment, on n'avait pas du tout cet aspect. On y allait un peu bisounours. Ouais, super, on va créer un jeu, ça va être génial et tout. Oui, franchement, c'est absolument génial. Le cœur y est. Voir le sourire des gens, c'est une récompense formidable. Après, si on veut en vivre, c'est vraiment une autre logique. Il faut aller démarcher des éditeurs si on a envie d'aller vers des éditeurs, et il faut forcément faire des concessions donc avec des éditeurs, savoir partager effectivement les profits, donc il y a des pourcentages, des choses comme ça, et aussi partager aussi la création, parce que l'éditeur des fois va te dire bah oui mais moi je veux pas ça parce que ça va pas se vendre, donc ouais ok, comment on fait, moi j'avais absolument envie d'avoir ça. Donc il y a tout ce genre de problématiques, et puis il y a aussi chercher du financement. On est passé par exemple par une plateforme de crowdfunding, et là tu te poses la question de ta communauté, de ton impact, de ta visibilité en termes de réseaux sociaux, en termes de public, de ton rayonnement en fait. Et là tu te rends compte que c'est vite compliqué quand t'as pas de budget. Parce que soit tu as un jeu qui s'appelle Angry Birds ou Minecraft, et tu as une communauté de 3 millions de personnes, et là ouais tu vas avoir une visibilité énorme. Soit tu t'appelles Nowhere et tu as une communauté de 500 personnes et le rayonnement est tout de suite très limité. Donc comment est-ce que tu passes d'un rayonnement limité à un rayonnement plus grand? Je cherche encore. On est en perpétuelle réflexion pour trouver quoi. Je pense qu'effectivement la communication est un enjeu qui touche tout le monde finalement. Oui. Albert Réseau, j'imagine, pour créer la communauté dans un premier temps, pour avoir des gens qui vous suivent, qui accrochent à l'univers, qui en parlent. Du coup, ça passe par où? C'est faire des salons, c'est communiquer sur Internet, c'est essayer de passer dans les magazines, voilà. C'est ça, c'est faire des salons, communiquer sur Internet, se déplacer un maximum, rencontrer des personnes. Et puis rencontrer aussi des bonnes personnes qui vont nous aider aussi localement, parce que là on est sur Lyon, mais peut-être que sur Paris on peut avoir une personne qui va parler de ton jeu sur Paris, qui va le faire rayonner, par exemple avec les bars gaming, genre de choses. Voilà, ça c'est des leviers qu'on tire qui sont intéressants. Ouais. Sur Twitter, trouver aussi des personnes qui vont poster chaque semaine une nouvelle sur ton jeu. Sur YouTube, trouver des youtubeurs qui ont adoré ton jeu et puis qui vont en parler. Voilà, c'est tous des leviers qu'il faut trouver, qu'il faut tirer. Et c'est nos seuls leviers en tant qu'indépendants, parce que les grosses machines de prod, elles allongent les billets et puis elles ont tous les youtubeurs qu'elles veulent, elles ont tous les comptes Twitter qu'elles veulent, et il faut savoir quand même que dans un AAA, la moitié du budget est alloué au marketing, donc on peut pas faire le poids face à ça. C'est impossible. Est bien d'accord. Juste pour revenir là-dessus, quand vous entendez les montants des développements de jeux AAA, quand on vous annonce du 500 millions ou choses comme ça c'est vraiment le développement du jeu. Mais ils remettent 500 millions en com.
C'est la même chose pour tous les blockbusters. Par exemple, si vous suivez un peu les Disney, on sait que bah voilà, par exemple, il a coûté 550 millions. Derrière, il y a 550 millions mis en com. Donc imaginez-nous comme on en chie rien que pour réussir à nous payer nous-mêmes pour faire le jeu. On peut pas doubler le montant du jeu pour faire de la com. Et ça, forcément, ça influence énormément les ventes. Encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on est beaucoup moins visible en tant qu'indé qu'en tant que blockbusters. Parce que nous, le peu d'argent qu'on a, bah on l'utilise surtout pour bouffer, quoi. Donc après, ce qui reste, bah déjà il en reste pas forcément, donc pour faire la com derrière on est obligé, ouais, comme tu dis, de passer que par des moyens organiques, donc trouver les gens, demander aux gens ce service, vraiment, hein, c'est ça, hein. C'est grâce à eux qu'on peut rayonner un peu, quoi. D'autant plus que toi tu disais du coup que tu travaillais à côté en plus, du coup c'est le cas de tous les... J'imagine que c'est pas évident de trouver du temps, de s'investir autant... Alors du coup ouais, c'est vrai que nous on a un profil un petit peu particulier. Bah, en gros par rapport à ce que tu disais, nous on en est au moment où ce que vous avez fait, on est en train de le planifier. On est vraiment en train de se dire qu'on a un projet qui est très ambitieux, on sait qu'il va nous falloir une équipe de plus de 10 personnes, donc voilà, enfin, ça va taper, et on sait qu'on ne pourra pas le faire comme on est en train de le faire là en ce moment, dans notre cave, le soir, le week-end, donc il nous faut absolument une grosse quantité d'argent, donc on essaye de tout préparer en amont pour lancer à ce moment-là, à avoir l'argent, quitter nos tafs, bosser à plein temps sur le projet, parce qu'on sait très bien que si on le fait pas, bah, si on quitte nos tafs, on n'a plus à bouffer et on va mourir. Voilà, c'est hein. Et si on quitte pas nos tafs, bah on va juste s'user, quoi, mais à un point assez important, parce que du coup bah tout le temps libre on le passe sur le fait de bosser sur un deuxième projet qui reste presque du temps libre, ça reste une passion tout ça, mais bon, faire ça tous les soirs, tous les week-ends, c'est quand même usant, donc on va se bouffer la santé, quoi, puis et si c'est pas la santé, le moral, donc on sait que ça tiendra pas, donc on est vraiment dans cette logique, quoi, de trouver ce financement en amont, et c'est pour ça là tu parlais d'éditeurs, je sais que nous on n'est pas forcément fermé à cette logique. Enfin, c'est très bizarre, je pense, peut-être pour vous d'entendre un indé qui dit ça, mais ce qu'il y a, c'est que l'éditeur va potentiellement permettre la création du jeu. Donc après ça c'est des questions qu'il faut se poser. C'est est-ce qu'on veut faire absolument tel que nous on l'a voulu? Est-ce qu'on accepte de perdre 10% des décisions pour que le mec il nous permette de faire notre jeu? Est-ce qu'on accepte qu'ils prennent 90% des décisions pour qu'on soit bien payé, tout ça? Donc c'est là où je pense que, tu parlais du ratio mercantile, tout ça, je pense que c'est un peu une démarche assez personnelle que tout le monde doit avoir en indé. Mais c'est vrai que des éditeurs, il y en a quand même plutôt, il commence à y en avoir beaucoup, et il y en a pas mal qui sont pas forcément... très relous, on va dire, où ils laissent quand même pas mal de liberté, choses comme ça. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est ouais, faites votre truc là, ça a l'air de... je pense que ça marchera bien, par contre vous nous filez la moitié de votre bénéfice. Bah du coup ça c'est une logique où grâce à eux on fait notre jeu dans des bonnes conditions, et bah du coup oui, retour sur investissement, donc nous c'est ce qu'on va essayer de trouver aussi, c'est des mecs un peu comme ça qui vont nous aider, et puis du coup bah si notre jeu est une réussite monétaire, bah, ils vont s'en mettre plein les fouilles, mais en même temps ce sera grâce à eux qu'on aura réussi à le faire dans des bonnes conditions. Donc c'est ce qui va être important pour ouais, c'est un vieux débat ça, est-ce qu'on est indépendant si on a un éditeur? Pour moi c'est surtout la logique qui est derrière, quoi. Tant qu'on garde la propriété, pas forcément propriété intellectuelle, pas par rapport au juridique, mais tant qu'on garde les choix, les décisions de ce qu'on est en train de faire, pour moi c'est ça, être indé. Donc je vais donner un autre exemple, Ubisoft, Child of Light, je sais pas si vous connaissez, pour moi c'est un jeu indé. C'est le studio, il a fait on voudrait être un peu peinard, est-ce que vous pouvez, là on est sur un moment de creux, est-ce que ça vous dit, vous nous foutez la paix puis on fait ça? Et Ubi a dit vous avez de bons chiffres sur le reste, prenez pas trop de temps, on vous donne un petit budget de temps et allez-y. Bah du coup les mecs ils ont fait un jeu indé en interne à Ubisoft. Oui, j'imagine que ça doit enlever quelques contraintes du coup d'avoir. Ah bah c'est sûr, c'est et en sûr. rajouter d'autres, parce que j'imagine que c'est quand même un petit peu, pour reprendre le parallèle avec le jeu de plateau ou le jeu de rôle, un bras de fer finalement entre l'éditeur qui veut éditer quelque chose, qui veut que ça soit à l'image de ce qu'il veut proposer dans sa gamme de produits, et vous qui avez votre idée, votre concept que vous voulez vendre, quoi, et qui est votre bébé finalement, c'est votre création. Je pense souvent à Ankama, parce que je sais qu'ils ont eu un très très gros succès à leur début, ils ont eu énormément de pognon, ils en ont chié comme c'était pas permis à faire ce qu'ils ont fait, donc là ils étaient en mode 100% indé, et du coup ils se sont dit putain mais tous les petits jeunes là qu'on connaît, qui sont en train de faire des mangas, alors pas des mangas du coup mais plus des comics, ils ont une patte qui ressemble un petit peu à nous, bah du coup on va leur donner de l'argent pour pas qu'ils en chient comme nous, et ils ont été très généreux et ils ont plus eu de pognon. Du coup après ils ont dû commencer à réfléchir, mince,
Maintenant, il faut qu'on commence à moins donner, il faut qu'on commence à réfléchir à comment faire de l'argent. Et du coup, là, voilà, on passe sur une structure où on commence à se transformer en Ubisoft et tout. Et là, le slider, il est monté en mercantile. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont quasiment perdu tout. Donc c'est là où on voit vraiment la volonté. Et c'est pour ça que pour moi, les éditeurs sont pas forcément que des méchants gens, quoi. C'est vrai que eux, après, ils ont une structure, ils ont des investisseurs, ils ont des poids qui sont un petit peu particuliers pour eux aussi. Nous, on est très très loin de toutes ces choses-là. Notre seul but, c'est juste d'avoir de quoi bouffer à la fin du mois. Hein. Ça suffit bien, quoi. Et en vrai, ça, c'est le but zéro. Et je pense qu'après, le but numéro 2, c'est d'avoir assez pour bouffer, avoir une petite qualité de vie quand même, parce que du coup plus on vieillit, plus on commence à avoir une femme, des enfants, etc. Et tout de suite, si à la fin du mois il nous reste 50 euros, c'est pas un drame. Quand il nous reste plus que 50 euros, qu'on a une femme, un enfant, ça devient plus compliqué. Ah non, t'auras pas de cadeau aujourd'hui, mon enfant. Ah, c'est ton anniversaire. Oui, mais il y a plus de sous. C'est plus franchement le même délire. Donc c'est là où je comprends facilement qu'on ait des ambitions un petit peu plus mercantiles, mais après voilà, je divers. Voilà. Après, s'adapter aussi un petit peu au marché, je pense. Du coup. De quoi ? S'adapter un petit peu plus au marché aussi, du coup, parce que les éditeurs finalement, comme tu citais le cas d'Ankama, se sont finalement pliés aux règles qui dirigeait le marché du jeu vidéo et du coup des éditeurs. Après c'est ça, c'est l'énorme différence en fait qu'il y a, je pense aussi entre les indés et les blockbusters, c'est que les blockbusters ciblent des cibles extrêmement larges. Ils essayent de toucher le plus de personnes possible. C'est assez rare d'avoir un blockbuster qui va vraiment être du public de pure niche. Le FPS c'est pas un public de niche, quoi. Ça reste quand même très très large comme public. Et c'est vrai que vu que nous on sait en indé, du coup en ayant une démarche mercantile, hein, où ce qu'on veut c'est vendre notre jeu, on sait qu'on peut pas se battre à leur niveau à eux. On peut pas toucher tout le monde. Parce que si on veut toucher tout le monde, il faut beaucoup d'argent, il faut faire les choses très bien. Et ça, ils ont plus de pognon, ils le feront mieux que nous. Point. Du coup, comment vendre notre jeu en se battant contre ces mecs-là ? Eh ben, peut-être en touchant une partie de cette cible-là, plus du public de niche. Et l'avantage du public de niche, c'est que on le connaît potentiellement un peu plus. Des fois, c'est même nous-mêmes. On se connaît un petit peu. On sait que je pense que quasiment nous tous. Enfin, tu l'as dit pour toi tout à l'heure. Ça venait du fait d'aimer un type de jeu pendant les pauses casse-croûte. Nous, c'est un peu le même délire. Du coup, vu qu'on connaît beaucoup mieux cette cible, on se dit tiens, il y a ça qui a jamais été testé. Peut-être que si on le fait, tout ça, et on espère que ça suffira justement ce qui viennent chez nous plutôt que chez un blockbuster qui les touche sans vraiment les toucher en fait. C'était pas un jeu pour eux, c'était un jeu pour eux aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien. Du coup, Albert Ezo, peut-être ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu parler. C'est pas une obligation de parler si on n'a pas des choses à dire, mais qu'est-ce que je peux rajouter à ça ? On était en train de parler du moment de lancer la production du jeu. Comme je le disais, justement, nous on n'est pas encore sur ce terrain-là, mais ce qui est certain, c'est que pour bien préparer les choses et pour pouvoir justement espérer des levées de fonds ou ce genre de choses, il va y avoir toute cette question de créer une communauté, encore une fois. Donc là, c'est justement participer à des événements, mais aussi justement faire vivre cette communauté, essayer de lui montrer l'avancement du projet, de la faire participer en fait. Je pense qu'il y a cette question-là justement de essayer de fidéliser des futurs joueurs tout simplement en fait, et de leur transmettre notre passion et qu'ils aient envie d'en parler aussi à d'autres amis, et que de fil en aiguille justement cette communauté grossisse et que l'intérêt pour le projet grossisse avec quoi. Et après, pour toutes les questions, j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi savoir faire un peu les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que ça sert à rien, par exemple, de vouloir faire du financement, de vouloir, par exemple, faire du financement participatif si justement cette communauté est inexistante. C'est pas justement parce qu'on aura fait une magnifique campagne avec des superbes images, etc., qu'elle cartonnera, parce que sans la communauté, en fait, sans justement ces petits oiseaux qui vont aller faire passer l'information, il y aura pas de financement en fait. Et aussi, il faut je vais justement prendre le temps de parler 2 minutes de financement participatif. Il ne faut pas non plus se dire dans la posture je pense, dans la posture d'un studio indé, qu'on va réussir à faire des millions de chiffres d'affaires avec une levée de fonds, si c'est votre premier jeu ou si c'est justement, ne serait-ce que justement même le second. Il n'y a pas des levées de fonds immenses. Il faut déjà avoir justement bâti une communauté et
considérer que c'est un espèce plutôt de tremplin ou d'aide justement pour pouvoir continuer à alimenter de la communauté. Ça va peut-être être justement des levées de fonds pour pouvoir aller sur des salons ou ce genre de choses. C'est plus dans cet ordre d'idée qu'il faut le voir, en tout cas, je pense. Et les financements, les vrais, se trouveront pas forcément sur du crowdfunding, se trouveront justement plutôt dans des banques d'investissement, je pense, ou justement d'aller trouver, effectivement, de passer par des maisons d'édition aussi. En tout cas, c'était la petite parenthèse justement sur le crowdfunding, de voir un petit peu ce qui peut, de comprendre bien ce que ça représente. C'est aussi une campagne de pub d'ailleurs en plus. C'est à partir du moment où elle marche, c'est que déjà en fait du coup on va avoir réussi à gratter des gens qui n'étaient pas déjà dans la communauté, et le fait qu'il soit un succès va aussi renforcer justement l'idée que c'est un projet dans lequel les gens croient, donc on va dire vraiment une étape de passage qui est plus de l'ordre de la communication que du réel financement, on va dire. Oui, vas-y, je t'en prie. Pour le crowdfunding, justement, tu parlais de crowdfunding. Je sais que tu en as fait un, donc. Ouais, c'est ça. Je voulais faire un partage d'expérience. Le crowdfunding, ça a été pour nous, en tout cas, ça a été une super belle expérience. Donc, on a réussi la campagne, c'était génial. Par contre, faut avoir des perruques ou des choses comme ça pour éviter de se tirer les cheveux, parce que vraiment c'est beaucoup de travail, et comme tu dis, si t'as pas de communauté, c'est voué à l'échec à 95% en fait. En fait, Kickstarter ou toutes ces plateformes-là, on prépare un crowdfunding comme si on préparait une campagne de publicité. Donc c'est énormément de travail en amont, pendant et après. Là, par exemple, on a travaillé sur les rewards de Kickstarter encore jusqu'en août, jusqu'à la sortie du jeu. Sachant que notre campagne était en avril, donc il y avait déjà tout un travail en plus qu'on s'est rajouté par rapport à la production du jeu. C'est des choses qu'il faut prendre en compte, sachant qu'on n'est tous pas forcément à plein temps sur le projet. Il y en a qui travaillent à côté, il y en a qui travaillent certes à plein temps, il y en a d'autres qui travaillent à moins qu'à plein temps, à mi-temps. Il y en a qui sont là pour travailler, faire une musique par-ci, par-là, des sons de design. Ça dépend, ça dépend de la prod, mais en tout cas, même en amont aussi, il a fallu préparer un trailer, il a fallu préparer des images pour que la page soit belle, des animations, il a fallu déterminer tout ce qui était reward, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de produire pour les gens qui vont nous financer. Puis il a fallu poster tous les jours sur les réseaux sociaux continuellement, donc avoir des images à poster chaque jour, donc il y a des images qu'il faut produire aussi, hein. Et puis aller démarcher des gens ainsi à droite, à gauche, etc. Donc c'est beaucoup de travail, énormément. D'en parler déjà. Ah ouais, c'était super instructif, super enrichissant, mais très usant en fait. C'est aussi le côté indépendant, on endosse tous les rôles en fait. Il y a une énorme porosité des métiers, donc en fait quelqu'un qui va être développeur et qui fait de la programmation, il va se retrouver dans un projet parfois à faire du graphisme ou à faire du game design, et idem pour tout corps de métier en fait, et on va tous endosser le rôle du marketing parce que personne n'a envie de le faire et que clairement c'est pas notre dada, hormis si dans son équipe on a quelqu'un dont c'est sa formation et qu'il adore ça, et je le souhaite vraiment à tout le monde d'avoir ça dans son équipe, parce que c'est quelque chose que tout le monde va toucher, parce qu'on n'est pas des grosses équipes. Nous on était 4, dont moi à mi-temps, un autre à mi-temps, puis 2 à plein temps. Puis après l'équipe a grossi un peu avec des personnes qui vont faire la musique, faire du sound design, mais voilà, donc c'est beaucoup de temps libre, de temps à côté à faire des nuits blanches, et puis en plus on va rajouter petit à petit des corps de métier qui sont pas les nôtres, et donc il faut apprendre sur le tas, et des fois on se prend des grognons dans la gueule, mais c'est comme ça, ça fait partie de la beauté aussi du métier, hein. Voilà. sans regret aucun.
Du coup, Clément, est-ce que tu as une autre question? Sinon, je pense que nous allons pouvoir passer aux questions du public. Je sais pas. Trop de micro, tu le micro. À défaut de questions, ce serait plutôt une remarque sous forme de synthèse avant d'effectivement passer la parole au public, qui je me permets de le supposer a sans doute pas mal de réactions. Si on synthétisait un peu tout ça, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que déjà on a affaire à des passionnés. Ça me paraît une évidence et ça me paraît capital dans cette activité. Et aussi, je pense que c'est important de bien vous souligner que le discours n'est pas, absolument pas, et ça n'a été le discours de personne, que ce soit du côté animation comme du côté intervenant, le discours n'est pas de dire les AAA et les gros studios, ils ont plein de sous, c'est des méchants qui ont des grandes dents et qui veulent forcément faire des sous, et les indépendants, c'est les gentils. On a bien vu que c'était plus complexe que ça, et que c'était surtout une manière de faire différente, des moyens différents, du temps différent, de la communication différente. Disons que chacun fait à son échelle avec ce qu'il peut et ce qu'il veut faire. On a bien parlé de but, on a bien parlé d'intention, de moyens. Ça, je pense qu'il faut bien le souligner, parce que je pense que le milieu indépendant subit aussi quelques clichés qu'il faut aussi, je pense, essayer de déconstruire par rapport à la grande machine plus globale qu'est le média du jeu vidéo en général. Voilà, ça me semblait important quand même de synthétiser nos propos en cela. J'espère que je ne contredis personne. Et donc, eh bien, c'est le temps des questions et des remarques. C'est important pendant les conférences du Gaming On qu'on puisse vous demander votre avis et vous permettre aussi d'interagir avec nos intervenants. Donc on va faire passer ce micro-là, je pense, c'est encore le plus simple. Allez-y. Du coup, est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des remarques? Oui. Ouais, bonjour. J'ai plusieurs questions en fait. Alors déjà, pour revenir juste sur ce qui a été dit à la fin, j'ai lu un article comme quoi Rockstar avec Red Dead qui va sortir le 2, ils ont aussi des périodes de rush où les employés ils font 100 heures par semaine, des trucs comme ça, et que ils sont pas forcément payés pour les heures sup, et que c'est soi-disant la passion, mais on sait très bien que derrière il y a de la pression sociale. Et du coup, au final, on se retrouve un petit peu sur le même piédestal. On veut sortir un jeu, il y a la passion, on fait beaucoup d'heures jusqu'à se ruiner la santé, mais on est sûr d'avoir de l'argent parce qu'on est dans une boîte, on est salarié, voilà. Au final, voilà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Ouais, je commence. Vas-y, si tu veux. Je suis ready. Ouais, t'as ready. Non, Rockstar, déjà, c'est un truc qui s'était passé sur le premier, et sur le deuxième, j'ai regardé un petit peu, j'en avais parlé à un pote qui avait postulé chez eux, c'était marqué dans les petites lignes du contrat. Si jamais un jour on est dans le crunch, ne soyez pas surpris à devoir faire des semaines de 50 heures, 70 et peut-être même plus, qui ne seront pas forcément rémunérées. Vous faites ça pour la passion. Bon, petit 1, je suis pas sûr qu'il soit payé au lance-pierre chez Rockstar. Petit 2, à partir du moment où tu as bossé chez Rockstar sur ton CV, je pense que tu peux te faire embaucher dans n'importe quelle boîte. Donc, c'est pas la même logique. Je pense pas que tu fasses ces efforts-là pour finir ton jeu, parce qu'au final, je ne suis pas sûr que ce soit ton jeu, c'est le jeu de ta boîte. Peut-être que les leads, trucs comme ça, qui sont là depuis longtemps, qui vont faire plusieurs prods, s'ils l'estiment vraiment comme leur jeu, et du coup ils font ces efforts exactement comme ferait un indé. Après, je pense que la majorité des gens qui le font, c'est parce qu'ils se disent: allez, j'ai un an à tenir, après toutes les portes s'ouvrent, je peux aller à Blizzard, je peux aller... Je pense qu'il y a un peu cette logique-là aussi. Après, bien évidemment, que ce soit les grosses prods ou les petites, la problématique c'est toujours la même, c'est on a tant de pognon pour faire ça. Donc on le disait tout à l'heure, des fois ça coupe, on enlève des morceaux parce que ça rentre pas. C'est pas la politique de Rockstar. La politique de Rockstar, c'est merde, ça rentre pas. On va doubler les taux horaires, enfin on va travailler 2 fois plus, comme ça rentrera. Voilà, donc là, eux, c'est juste que c'est leur politique commerciale. C'est qu'ils veulent faire des jeux de qualité, ils peuvent pas payer plus, du coup, tu le sais au moment où tu signes. Après, voilà, est-ce que toi, t'as aussi envie de faire ça? Moi, je sais pas combien de temps ça a duré ces semaines de 100 heures, mais honnêtement, sur un an et demi, 2 ans de prod, si ça arrivait une semaine, 2 semaines,
Moi, en tant que salarié, ça me gêne pas pour un jeu aussi monstrueux que ça, pendant 2 semaines, de me dire, bah c'est bon, je vois pas ma femme, je vois pas mes gosses quand je rentre à la maison. Tu vois, c'est ça la différence aussi, c'est que si c'est vraiment sur un temps très très court, j'aimerais bien savoir combien de temps ça a duré ces crunchs de 100 heures. Parce que du coup, l'indé, potentiellement, va se retrouver à faire du 70 heures pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Parce que du coup, 3 ans, voilà. C'est aussi ça la différence, quoi. Au bout d'un moment, si les mecs, c'est sûr, hein, s'ils avaient fait 100 heures par semaine pendant 1 an et demi, même aux États-Unis, ils seraient payés un équivalent de prud'homme. Déjà que les femmes avaient pété une durite sur le 1 où ils avaient porté plainte en disant on voit plus nos maris, tout ça. Donc voilà. Ça répond du coup Et puis oui, je reviens juste là-dessus, mais il y a quand même aussi, c'est sûr qu'on peut se poser la question justement de quand même de la légalité ou de l'éthique de faire ça justement à des employés, mais par contre, ils sont eux aussi passionnés. C'est pas parce qu'ils font partie d'une grande boîte que justement ils ont pas aussi le plaisir. Je sais que j'ai un ami justement qui était à Rockstar et que c'était juste son rêve de pouvoir être dans la ligne de crédit à la fin, quoi. Donc il y avait quand même aussi ce truc là de participer à ça. C'est aussi tu le fais pas par défaut en fait, tu vois. Mais je comprends par contre ton ressenti vis-à-vis de ces pratiques là, mais malheureusement il y a trop de boîtes où il se passe des trucs comme ça, et c'est pas que le jeu vidéo, heureusement. Faut pas oublier que c'est le même métier. C'est qu'on soit chez Rockstar, Ubisoft ou dans le jeu indé de Tantivette, c'est exactement le même métier. Donc bien sûr que les exécutants, même les leads, les directeurs, tous ceux qui vont participer à la création du jeu, ils ont toujours cette même passion. Sinon ils feraient pas ce métier, parce que le marché est tellement compliqué, est tellement bouché que personne ne ferait ça pour le plaisir. Enfin, personne n'a envie de se taper une semaine de 100 heures pour le plaisir. Donc, je pense que ça reste le même métier, et encore une fois, c'est une passion. Il faut savoir qu'en tant qu'indé, on n'est pas payé forcément pour une semaine de 70 heures aussi, hein, c'est pareil. Donc, en soi, que ce soit chez Rockstar, Ubisoft ou ailleurs, ces semaines de 100 heures, elles arrivent parce que c'est le métier qui veut ça aussi. On a toujours des moments où on va être en rush et des moments où on va être en période creuse. C'est parce que quand il faut finir une feature, il faut la finir, quoi. Elle doit être prête pour tel moment parce qu'on a une telle convention où il y a la sortie du jeu. Bah, si elle n'est pas finie, bah, tu fous en l'air tout ton plan, quoi. Et si tu fous en l'air tout ton plan, tu prends un risque monumental que ce que tu vas essayer de faire après va pas marcher, quoi. Voilà. Je pense que Cadet, t'en avais déjà eu aussi. Oui, Cadet, c'est arrivé. Ça arrive encore à l'heure actuelle. Voilà, c'est... Pareil, Hidden Games, hein, là, on vient de shipper notre jeu F1 Mobile Games semaine dernière. Shipper, c'est sortir. Du coup, c'est bon, il est disponible sur iPhone. Bah pareil, hein, dernière semaine, fallait tout faire rentrer parce que le jour J, c'était là. J'ai pas compté mes heures sur la semaine, mais il y en avait pas mal aussi. Enfin, c'est comme tu dis, c'est le métier qui veut ça aussi. Faut s'y préparer quand on va dans ce type de formation, hein, sachez-le. Juste si je peux encore poser une petite question. Merci. Bon, merci déjà pour les réponses. Et ça n'a rien à voir, enfin ça n'a rien à voir, ça change totalement, mais je voulais savoir, vos équipes, elles sont composées de quel corps de métier en fait? Est-ce que ce que vous disiez, il y en a certains qui endossent plusieurs rôles, qui sont multitâches, pluridisciplinaires, mais est-ce que vous avez quand même bien plusieurs corps définis comme le graphisme, la programmation, des choses comme ça, juste voilà, par curiosité? Bah, du coup, nous, on a cet avantage-là, c'est que ça fait un petit moment qu'on fait des salons, qu'on en est toujours à la phase de prototypage. Comme je disais tout à l'heure, on lancera la prod quand on aura de l'argent, pas avant. Donc, du coup, bah, on a croisé pas mal de gens qui ont aimé le projet, qui ont envie d'y participer à un moment donné, qui n'ont pas pu continuer derrière, et pas mal qui continuent encore aujourd'hui. Ce qui fait qu'au final, on a tous les corps de métier. Donc, on a du programmeur, on a du graphiste, on a du graphiste 2D, donc graphiste 3D, graphiste 2D, community manager, non? C'est quoi déjà qu'il faut que je dise?
chargé de com. On a les sound designers aussi, mais après en règle générale, la plupart de ces personnes-là font aussi autre chose à côté. Mais du coup, c'est surtout des contacts qu'on a, où on sait que le jour où on peut lancer la prod, où on a l'argent, bah, du coup, on n'a plus qu'à se passer un coup de bigot et c'est bon, c'est parti. Du coup, voilà, on sait déjà toutes les personnes clés qu'on a besoin, qui filent un coup de main. Bah, là, par exemple, hier après-midi, j'ai appelé notre programmeur parce que sur notre dernier proto, on n'avait plus aucune collision. Donc on pouvait passer à travers le monstre, tout ça, on l'avait pas testé la veille. Connerie. Et du coup, il l'a fixé, il m'a renvoyé une build, je l'ai téléchargé vite fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on marche pour l'instant. Donc du coup, voilà. Ce qu'on a voulu, c'est essayer de trouver tous les corps de métier qu'on aurait besoin pour la suite. Déjà, pour faire le proto à l'heure actuelle, et surtout pour avoir les keymen, entre guillemets, pour continuer derrière, ouais. Après, on parlait de porosité tout à l'heure des métiers, mais en fait, bien sûr que à la base, quand on se lance dans le jeu indé, déjà, hormis pour quelques studios de jeux indé, je pense que c'est un peu gros de parler d'équipe. Puisque en fait il n'y a pas vraiment d'équipe, l'équipe c'est une seule et même équipe qui est au service d'un seul jeu en fait, hormis pour des studios indés qui peuvent se permettre, je pense à Devolver typiquement sur Absolver, sur ce genre de jeu où ils vont avoir effectivement une équipe artistique, une équipe de dev, une équipe de sound design, mais dans le jeu indé la plupart du temps c'est 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, grand max, je pense. Donc du coup, c'est une seule et même équipe et chacun va avoir sa spécialité, son corps de métier, mais chacun va aussi apprendre de l'autre et faire un peu le métier de l'autre parce que on y est obligé, on y est contraint. Quand je disais, quand il y a des rushs, si ton graphiste 2D il a pas fini l'illustration Intel et qu'il doit encore faire 3 assets d'ici ce soir, forcément il y a une autre personne qui va venir l'aider, même si c'est pas sa spécialité. Elle va apprendre sur le tas, elle va faire je sais pas, la fiche de com, elle va faire des choses qui sont liées au graphisme, mais parce que c'est du boulot qui nécessiterait d'avoir plusieurs personnes et où au final il y en a qu'une, donc on est obligé d'apporter un renfort même si on n'est pas spécialisé là-dedans. Voilà. Mais oui, c'est totalement vrai ce qu'il vient de dire. C'est même si on a tous nos spécialités, du coup il y a du programmeur, il y a du graphiste, tout ça. Même chez nous, on est quand même relativement nombreux. Ce qui est hyper important, je pense, c'est pas une question d'indé ou de pas indé. Bon, même si souvent quand t'es pas indé, dès que t'es en AAA, t'as beaucoup de gens dans la boîte. Mais c'est surtout une question de taille de team, c'est ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de clivage au final, parce que dans une grosse boîte, t'as le pôle des programmeurs qui ne voient que des programmeurs. Ils boivent un café de programmeurs, ils mangent un repas de programmeurs, et les graphistes ils font pareil dans leur coin. Du coup, nous, vu qu'on est petits, pas très nombreux, on va parler avec tout le monde. Si on a besoin d'un coup de main, on le dit aussi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce clivage qui est hyper intéressant, ce qui fait que t'es pas du tout programmeur, mais vraiment pas du tout. Merde, je dois aller parler au programmeur parce que j'ai un bug là, du coup comment je lui parle, et là tu vas commencer à apprendre un peu la programmation. Tu pourras pas faire des lignes de code, mais tu pourras parler avec ces mecs là, et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant aussi dans le fait d'être une petite structure, ce qui est assez lié avec le fait d'être indé, ouais. Je pense que tu as eu ta réponse, après je pense que c'est bonne réponse, je vous remercie. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question peut-être? Personne? T'as d'autres questions? Non, c'est pareil. Vraiment, sûr et certain? Vous avez scotché tout le monde. C'est votre dernier mot. On les a tous déprimés. Oui, non, je pense c'est surtout ça. que la Donc n'y allez pas. Surtout, fuyez. Pauvre fou. Non, je pense surtout que la conférence était assez complète au final. Oui. Du coup, oui. bah, Très bien. Hein. On va vous laisser, et puis on continue la discussion. Du coup, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit par rapport à la communauté, comment se faire une communauté, comment faire voir son jeu. Et j'ai pensé à Greenlight sur Steam. Ah non, parle. Et en fait, là, on voit, tous les jours, il y a des dizaines, voire peut-être plus de jeux qui sortent et qui sont créés par peut-être une personne. Et certains qui sont pas trop mauvais, d'autres très mauvais, peut-être des perles rares, ça arrive très rarement. Mais comment
concurrencer ça en fait, de se dire que tous les jours on a plein de jeux qui sortent à la boucle enfin, garder espoir, on va dire, de pouvoir se faire une place là-dedans, en fait. Ça, c'est, enfin, vraiment, il faut comprendre que justement, il y a un gros travail à faire en amont. C'est pas, en fait, passer par des green lights, toutes sortes de choses, c'est pas suffisant. Enfin, ça ne t'assure aucune justement visibilité en fait. C'est pas, enfin, c'est un concept qui était intéressant au départ, mais en fait, de toute manière, maintenant. Je sais plus qui me parlait de ses sorties et qu'il avait été submergé au moment de sa sortie, qu'il y avait eu 100 sorties en même temps que lui quand il est sorti. Je pense que c'était vous. Ouais. Voilà. Et du coup, si t'as pas fait justement, tu comprends bien que justement si t'as pas eu un travail qui a été fait en amont, de communication, de communauté, etc. C'est pas Greenlight qui va t'aider en quoi que ce soit là-dedans, quoi. Et donc après, pour la question justement de se démarquer, etc. Je pense qu'il y a vraiment cette question de vouloir faire aussi de la qualité. Hein. Je veux dire alors il y a plusieurs types de gens, mais il y a des gens qui font des mauvais jeux, ils font pas exprès. Il y a des gens qui font des mauvais jeux et en fait ils s'en foutent. Et après il y a ceux justement qui mettent du cœur aussi à vouloir faire un bon jeu, quoi. Donc voilà, enfin je veux dire, il n'y a pas vraiment de vraie recette, il n'y a pas forcément de vraie solution à ça. Hein. C'est juste que du coup, comme je dis, c'est en amont avoir fait un travail de communication, de monter sa communauté, etc. Et faire un bon jeu. Malheureusement, là-dessus, il n'y a pas de... Je vais rajouter quelque chose. Il y a aussi une autre catégorie que nous, on a remarqué. Il y a par exemple des genres de jeux, des gens qui vont faire des jeux à 50 ou 30 centimes. Et en fait, dès que tu lances le jeu, tu as 100 succès, 120 succès. Puis tu vas cliquer sur un autre bouton, tu en as 200. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui adorent récolter les succès. Et en fait, tu as des gens qui vont faire même pas un jeu, qui vont faire des splash screens et qui vont les vendre 30 centimes et il va se vendre en pagaille et le mec il va se faire un pognon de fou juste pour quelques splash screens. Ça lui a pris une journée à faire le truc et les mecs ils vont être contents d'avoir payé 30 centimes et d'avoir leurs 200 succès en fait. Et c'est aussi en partie pour ça que Greenlight a été fermé, parce qu'il était pollué de ce type de jeu. Et en fait c'est simple, nous on est tombé sur l'ancien Greenlight, je sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans je crois, ouais, c'était 2016, l'ancien Greenlight, où en fait on payait que 100 € et puis on pouvait mettre n'importe quel jeu sur Steam juste pour 100 €. Maintenant c'est 100 € par jeu, mais bon c'est un autre débat. Et en fait, à cette époque-là, nous, on avait posté notre jeu sur Greenlight pour soumission, pour qu'il soit accepté, et puis qu'on puisse aller sur Steam. Et on s'est retrouvé de la première page à la 46e page en l'espace de 24 heures. Même pas. Voilà. Donc, et c'est pareil, là, la sortie, on est sorti en Early Access le 31 août. On est resté sur la première page environ 1h30, 2 heures. Parce qu'il y a 120 jeux qui sont sortis à côté. Voilà. Et c'est le problème de Steam, c'est le problème de toutes ces plateformes. Il y a trop de jeux en fait. On peut faire le parallèle avec la BD par exemple. La BD dans les années 60, il y avait 5 BD qui sortaient par mois. Donc tous les auteurs étaient contents. Tout le monde achetait la BD de tel ou tel auteur. Maintenant c'est environ plus de 120 BD par mois. Donc c'est pareil, le marché est bouché, il est compliqué. Les gens qui vont acheter, ils vont pas tout acheter, ils vont pas acheter les 120 BD. Donc ils vont sélectionner, et ils vont sélectionner en fonction de leur goût. Et c'est là où c'est important de bien savoir cibler son public. Et de mettre le paquet sur la com de sa cible en premier lieu. Et après, on va toucher éventuellement d'autres personnes, etc. Mais d'abord, savoir toucher sa cible, c'est super important. Et parce que c'est déjà très compliqué mine de rien, parce qu'il y a souvent, on n'est pas les seuls sur cette cible là et on est souvent plusieurs centaines sur cette cible là, donc c'est voilà. Et là-dessus il n'y a pas de recette miracle en fait, c'est soit ça marche pas, c'est soit tu arrives à toucher ton public, soit tu n'arrives pas à le toucher.